L'autre chose, c'est l'idée de progrès qui a été citée tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est avec l'idée de progrès? Alors on peut imaginer l'expérience de pensée, par exemple prendre des philosophes des Lumières comme Condorcet, d'Alembert. Bon, d'Alembert qui pensait que, par exemple, il écrit dans un article qui s'appelle Géométrie, au géomètre dans l'encyclopédie, il dit, voilà, si vous prenez une nation qui est soumise à un joug tyrannique, et si dans cette nation vous formez quelques géomètres, quelques scientifiques, eh bien, quelques temps plus tard, le peuple se sera libéré de son joug. D'Alembert ne connaissait pas la Corée du Nord, où il existe d'excellents géomètres. Prenez Condorcet, qui explique qu'il y a un embrayage automatique entre toutes les formes de progrès. Le progrès scientifique engendre un progrès technique, qui engendre un progrès matériel, qui lui-même engendre un progrès moral, qui lui-même engendre un progrès politique. Vous prenez tous ces gens et vous les faites venir en 2015. Alors vous ne leur montrez pas tout d'un seul coup parce qu'ils vont être perdus, mais vous les emmenez dans une classe de terminale à assister à un cours de mathématiques. Ils vont être complètement étonnés. Et ce qu'ils entendront et verront confirmera leurs prédictions les plus audacieuses, à savoir qu'en 2015, les jeunes gens savent calculer des intégrales, ce qu'ils ne savaient pas faire, et ils connaissent des théorèmes de mathématiques dont ils ne connaissent même pas le nom. Et donc ils diront, tiens, ça a progressé, vraiment. L'instruction, les connaissances. Ensuite, vous les amenez au CERN. Vous leur faites visiter les grandes installations qui ont permis la découverte du boson de Higgs en 2012. Vous leur expliquez le boson de Higgs. Déjà, ils vont être complètement étonnés de voir la taille des instruments, ce qu'ils permettent de faire. Et vous leur expliquez que la découverte qui a été faite oblige à changer notre façon de penser le lien entre matière et masse. Et donc, ils vont comprendre que des découvertes scientifiques permettent de faire des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire oblige à repenser des choses qui étaient jugées classées auparavant. Et là encore, ils vont être très surpris et vont considérer que leurs prédictions étaient nettement moins enthousiasmantes que ce que la réalité suivante, l'histoire, a permis de faire advenir. Et puis, le samedi soir, vous les mettez sur un canapé et vous les obligez à regarder l'intégralité du programme télévisuel d'une chaîne commerciale. Et là, alors qu'auparavant, évidemment, vous leur avez expliqué qu'au XIXe siècle, on a découvert une nouvelle interaction, qui est l'interaction électromagnétique, et qu'un siècle plus tard, des ingénieurs, utilisant cette interaction, sont parvenus à fabriquer des boîtes parallélépipédiques qui permettent de transmettre le son, l'image dans tous les foyers. Et eux vont dire, c'est extraordinaire, on va pouvoir diffuser en jet continu les cours du Collège de France dans les foyers français. Et là, ils vont penser qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu. Et comme ils avaient du vocabulaire, ils auraient certainement dit, il y a eu une allotélie. C'est-à-dire, le but atteint n'était pas tout à fait le but visé. Et donc, il faut réfléchir sur ce désaccord entre ce qu'ils avaient imaginé et ce qui s'est produit. Parce que ce qui est certain, c'est que c'est bien au siècle des Lumières que l'idée de progrès s'est forgée, à partir de la conception d'un temps linéaire qui venait remplacer la conception d'un temps cyclique. Dans un temps cyclique, il ne peut pas y avoir de progrès puisque tout se répète. Dans un temps linéaire, on peut penser à un futur différent du présent. Et donc, le progrès, l'idée de progrès, va se greffer sur la physique de Newton, qui oblige à penser un temps linéaire, c'est-à-dire un temps qui va de l'avant, en ne repassant jamais deux fois par le même instant.